Et ben voilà, elle marche plus. Et comme par hasard, 2 mois après la fin de la garantie, ils nous prennent vraiment pour des cons avec leur obsolescence programmée. Société capitaliste de Wow, ok, bon, effectivement, ça me paraît suspect comme histoire. Mais alors, du coup, ça existe vraiment l'obsolescence programmée? Et puis, ça veut dire quoi d'ailleurs? Essayons de remettre un petit peu les choses au clair. Alors, d'après la loi française, l'obsolescence programmée, c'est l'ensemble des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie. Pour faire simple, c'est comment les fabricants s'arrangent pour qu'on ne garde pas trop longtemps nos produits. En France, la pratique est illégale, mais pourtant, les études montrent qu'on n'a jamais autant renouvelé nos appareils. Alors, l'obsolescence programmée, d'où ça vient? Techniquement, comment ça marche? Et quelles conséquences ça a? On retrouve l'un des premiers exemples d'obsolescence programmée dans l'histoire de la fabrication d'ampoules. En 1881, les premières ampoules commercialisées avaient une durée moyenne de vie de 1500 heures. Jusqu'en 1924, cette durée augmente petit à petit, atteignant 2500 à 3000 heures. Pourtant, 2 ans plus tard, en 1926, la durée de vie était repassée sous la barre des 1500 heures. En cause, le puissant cartel Phébus, un regroupement international de fabricants d'ampoules s'étant rendu compte qu'une ampoule plus résistante, c'était une ampoule qu'on changeait moins souvent. Afin d'augmenter les profits, ils remettent les ingénieurs au travail avec une nouvelle mission, réduire artificiellement la longévité des ampoules. Mais c'est horrible! Oui, on est d'accord. Et c'est aussi le début de ce que l'on appelle l'obsolescence programmée dite technique. On modifie volontairement les caractéristiques des produits pour contrôler artificiellement leur durée de vie. Les pratiques sont nombreuses, matériaux de mauvaise qualité, objets difficiles à réparer, voire même introduction volontaire d'éléments ayant pour unique but de provoquer une fin de vie anticipée des produits. Les puces dans les imprimantes, par exemple. Ah 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 bah. À l'ère de l'informatique, on peut également ajouter les problèmes de compatibilité ou de mise à jour entre les versions. Mais l'obsolescence programmée, ce n'est pas uniquement réduire techniquement la durée de vie d'un produit. C'est aussi savoir le rendre démodé. Nouvel iPhone, nouveau modèle de voiture, nouvelles sneakers, que ce soit par le changement de design ou l'ajout de fonctionnalités toujours moins utiles, le marketing, de manière insidieuse mais tout aussi réelle, contribue à rendre nos appareils obsolètes. Au final, l'obsolescence programmée, c'est toutes les méthodes techniques et marketing utilisées par les fabricants pour nous pousser à consommer plus, tout ça pour pouvoir continuer à produire plus, pour qu'on puisse consommer plus, et voilà. Un système plein de bon sens. Effectivement. Bien évidemment, la surconsommation entraînée par l'obsolescence a un impact. Lors de la production d'une part, avec une exploitation intensive des matières premières, l'utilisation d'une grande quantité d'énergie et des procédés de fabrication souvent très polluants, et d'autre part à cause de la gestion des déchets. En France, un habitant produit en moyenne 23 kg de déchets électroniques par an. Le recyclage étant encore loin d'être systématique, plus de 50% de ces déchets ne seront jamais recyclés. Ils finiront souvent soit brûlés, soit dans de grandes décharges à ciel ouvert, rarement situées en France. Mais alors, comment lutter contre cette obsolescence? Heureusement, il existe un certain nombre de solutions. On peut par exemple faire évoluer les lois pour mieux encadrer les pratiques des fabricants, mieux acheter des produits plus durables et responsables, ou encore sensibiliser et encourager à la réparation. Aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas aborder tous ces sujets, bien qu'ils soient interconnectés, on a décidé de se concentrer sur ce dernier point. Et pour ça, on va vous parler d'une initiative assez incroyable, les Repair Cafés. Les Repair Cafés sont des ateliers de réparation accessibles gratuitement et permettant à des particuliers de réparer, avec l'aide de bénévoles, leurs objets du quotidien. Lancé en 2007 à Amsterdam, le concept de Repair Café s'est développé partout dans le monde, puisqu'on compte aujourd'hui plus de 2000 ateliers référencés. Même si chacun de ces Repair Cafés ont leurs différences, notamment dans le type de lieu et la fréquence des ateliers, ils sont tous unis par 3 missions communes. Encourager la réparation et éviter le renouvellement inutile des appareils, permettre la sensibilisation et le transfert de compétences entre bénévoles et particuliers, et enfin créer un espace de solidarité et de cohabitation entre les habitants d'un même quartier ou village. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire réparer dans un Repair Café? De manière générale, on peut y amener du petit électroménager, des appareils électroniques, des jouets, mais aussi parfois des vêtements, de l'informatique ou même de l'électroménager plus encombrant.
En fait, les possibilités de réparation dépendent principalement du nombre de bénévoles présents et de leurs compétences. Tous les Repair Cafés ne réparent pas la même chose. Il est donc conseillé d'appeler avant de se déplacer pour vérifier que son objet, surtout s'il sort de l'ordinaire, pourra bien être réparé. Et également en profiter pour se renseigner sur les pièces de rechange à acheter si nécessaire. Bon, vous vous en doutez, des Repair Café, il y en a partout en France. Et comme on a envie d'en savoir plus, on va aller participer à un atelier. En plus, ça tombe bien parce que ça fait 2 mois que j'ai la prise jack de mon casque qui est cassée, et je vais enfin pouvoir m'occuper de ça. Allez, direction Lamar, un petit lieu associatif au bord du port toulonnais. Bonjour Eva. Bonjour Simon. Bon, merci de m'accueillir. En quelques mots, où est-ce qu'on est ici? Alors ici on est à Lamar, qui est un tiers-lieu citoyen sur les enjeux de la transition à Toulon. Ok, super. Alors, c'est mon premier atelier Repair Café. Comment ça marche ici? Alors l'idée c'est que les gens puissent amener toutes les choses qui ne marchent pas, des petits électroménagers, des objets, des meubles même, et qu'on répare tout ça ensemble. En fait ce qu'on veut faire c'est d'autonomiser les gens pour qu'ils puissent apprendre à réparer eux-mêmes les objets. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce Repair Café? Alors nous, ici dans ce lieu, on a 3 valeurs. Donc c'est la convivialité intergénérationnelle, la transmission de savoir et la protection de la biodiversité. Et donc dans ce cadre-là, c'était obligé de créer un Repair Café dans le sens où on va réduire notre empreinte de carbone et en même temps créer du lien entre les gens. Ok, d'accord. Et alors, tu parlais d'une de vos valeurs qui était l'intergénérationnalité. Comment ça s'exprime dans le Repair Café? Le but, c'est que tout le monde puisse venir réparer. Donc, des fois, on a des parents avec des enfants qui viennent réparer leurs jouets. Et en même temps, les volontaires qui sont là, c'est souvent des gens qui sont retraités. Et donc, ils veulent transmettre leur savoir pendant ces Repair Cafés. Ok, donc transmission de savoir aussi entre les générations au final. C'est ça, Ok. c'est ça l'idée aussi. Ouais. Super. Bon, ben merci beaucoup Eva. Moi, j'ai mon casque à faire réparer. C'est à l'intérieur, c'est ça? Oui, c'est juste ici. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour. Bonjour, c'est Simon. C'est ça, exactement. J'ai quelques questions à vous poser et mon casque à réparer. On peut commencer par les questions, ça vous va? Allez-y. Allez, super. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure du Repair Café? Ce qui m'a amené vers le Repair Café, c'est d'utiliser mes compétences acquises au bout des pas mal d'années. Si je peux rendre service, voilà. J'aime bien rendre service. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que toi, personnellement, tu ressors de ces ateliers? Une grosse satisfaction quand la personne repart avec sa cafetière, son électroménager qui remarche. Il y a pas mal d'échecs aussi, faut le dire. Il y a eu des réussites et un peu du bricolage, quoi. Et est-ce que tu dirais qu'un Repair Café, c'est aussi une aventure humaine? Oui, parce que la personne justement à qui j'ai réparé la cafetière, elle habite à 300 mètres de là où j'habite, alors que je ne la connaissais pas et on s'est rencontrés ici. Est-ce que tu trouves que la nouvelle génération, la mienne en l'occurrence, elle jette trop? Ne jette plus. Nous, on jetait. Nous, on faisait la balance entre ce que ça coûte et la réparation et le prix d'achat. Mais non, la nouvelle génération, justement, c'est mon fils qui m'a appris ça. Et même parfois, à prix égal, je demande maintenant réparer. Je vous demande de réparer. Parce que souvent, on me le dit encore, ça va, ton lave-linge, non, réparer. Et je l'assume. Ok. Bon, ben merci beaucoup pour toutes ces réponses. On peut passer à la réparation? On peut passer au casque. Allez.
Ça a l'air bon. Eh ben écoute, ça marche. Merci beaucoup. Bon, j'espère que tu es content. Je suis très content et puis je reviendrai sûrement du coup. Ben, merci à toi d'être déjà venu. Au revoir. Au revoir. T'es bénévole ou t'es venu faire réparer quelque chose? Je suis venu faire réparer quelque chose. Voilà, j'ai eu vent qu'il y avait un Repair Café là, Ok. et ça m'intéressait bien, j'avais des choses à réparer. Pas d'outils pour le faire moi-même, D'accord. donc mieux qu'espérer. D'accord. Ah. D'où la chaise. D'où la chaise réparée, voilà, Solide. qui était pétée, et là qui est plus solide qu'à l'origine, et un peu au goût du jour, avec un peu de fer, de bois. Voilà, on a les deux, on a tout. Ok. Et avec des mecs super sympas, et plein de gens qui gravitent autour avec une bonne ambiance. Le concept du Repair Café, du coup, tu soutiens le projet? Ah ouais, et je découvre aujourd'hui, je soutiens, c'est Ok. clair, vraiment c'était top. Voilà, je suis vraiment content d'avoir ce lieu-là parce que je ne savais pas quoi faire. C'est la première fois que tu viens, du coup? C'était la première fois que je venais dans le cadre d'un truc où il y avait un but autre Ouais, que oui, faire c'est la fête. organisé, ouais. Ouais, voilà. Ok. Et tu penses que Je sais pas vous, mais moi, les Repair Café, ça m'a convaincu. Économiser en évitant de racheter inutilement, apprendre concrètement à réparer les objets qui nous entourent, tout en créant du lien social et en ayant un impact écologique, honnêtement, c'est jackpot. Si vous pensez comme moi et que vous avez des choses à faire réparer, on vous met en description le lien d'un site référençant les différents Repair Café, vous y retrouverez les contacts et les lieux. Si vous êtes bricoleur ou bricoleuse et que vous en connaissez, n'hésitez pas à vous investir. Plus on a de bénévoles avec des compétences différentes, plus on peut réparer de choses. Bon, et puis si ça n'existe pas autour de chez vous, n'hésitez pas à vous regrouper pour en créer un. C'est une belle aventure et en plus vous pourrez souvent bénéficier d'aide au lancement. Après, on a beaucoup parlé des Repair Café, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la vocation à remplacer les réparateurs traditionnels. Au contraire. D'ailleurs, la Chambre des métiers et de l'artisanat a lancé une plateforme qui vous permet de retrouver près de chez vous des réparateurs engagés dans une vraie démarche éco-responsable. Ce qui nous a fait plaisir en faisant nos recherches sur le sujet, c'est qu'on a vraiment l'impression que les mentalités sont en train d'évoluer. Nous, on jetait. En 2005, la France a été l'un des premiers pays au monde à faire de l'obsolescence programmée un délit, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires des entreprises. Depuis 2020, comme les constructeurs ont l'obligation de faire apparaître un indice de réparabilité sur leurs produits, il est maintenant possible de prendre cet aspect en compte lors du renouvellement d'un appareil. De manière générale, il semblerait qu'on commence à se rendre compte qu'il est temps de changer nos mentalités face à la consommation. En tant qu'individu, notre pouvoir réside dans nos choix. Si nous choisissons ensemble de consommer moins souvent des produits plus durables et responsables, on a le pouvoir de changer durablement les pratiques des fabricants. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Demain en Solution. Je t'avais dit, il y a toujours une solution pour... Oh putain. Et allez, on y retourne.